Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Les jours d'après du général de Gaulle à Juppé et Hollande, le chagrin des lendemains. Tel est le titre du nouveau livre de Patrice Duhamel et Jacques Santamaria, paru aux éditions de l'Observatoire. Et Franck Ferrand reçoit aujourd'hui les deux auteurs. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Autrefois, pendant des siècles, les rois, les ministres, les généraux quittaient assez rarement le pouvoir avant leur mort, à moins qu'il n'y ait une guerre ou une révolution. Évidemment, de nos jours, dans le cadre des démocraties électives, c'est tout le contraire. C'est même devenu le lot commun de nos gouvernants. Comment peut-on accepter de perdre le pouvoir et comment peut-on s'habituer à retrouver une vie normale? Voilà des questions que nous allons évoquer cet après-midi, en commençant par le récit des 2 dernières années de Charles de Gaulle, de mai 68 à sa mort. De mai 68 à sa mort, en passant par le voyage en Irlande, évidemment. Et Clémentine Portier-Kaltenbach viendra en fin d'émission nous parler des résidences de la République. Et oui, le fort de Brégançon, le pavillon de la Lanterne, Trianon-sous-Bois, le château de Rambouillet, Marly, Champs-sur-Marne, Visy, Chambord ou encore Souzy-la-Briche. Ce sont les belles résidences de la monarchie. Que dis-je? De la République, pardon. Une petite annonce qu'il fallait que je fasse, chère Anissa. Oui. Nous serons à Lyon le 6 décembre, dans la perspective de la fête des Lumières, vous savez. Et donc nous allons enregistrer une émission à 19h30 au studio TLM de Lyon, le 6 décembre. Il reste encore pas mal de places, me dit-on, quelques dizaines. Donc si ça vous intéresse, ça va pas durer. Rejoignez-nous à 19h30 le 6 décembre pour une émission qui, elle, sera diffusée le 7. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Alors nous faisons avec quelques mois d'avance une plongée en mai 68. Je dis quelques mois d'avance, à mon avis on n'a pas fini d'en entendre parler de mai 68 là avec le 50e anniversaire. Ça fait des jours et même des semaines que c'est comme ça dans la France entière. Ce vendredi 24 mai, nouvelle manif, cortège constitué d'étudiants et d'ouvriers. En fin d'après-midi à Paris, les différents rassemblements vont converger vers la gare de Lyon. On compte 20 à 30 000 personnes. Les CRS sont en train de dégager la voie publique. Et à 20h, Europe numéro 1, qui couvre les événements, vous savez qu'on va appeler cette Radio Barricade, retransmet l'allocution du général de Gaulle. C'est la première intervention publique du chef de l'État depuis le début de cette crise de mai. Tout le monde comprend évidemment quelle est la portée des actuels événements universitaires puis sociaux, dit le président de la République. On y voit tous les signes qui démontrent la nécessité d'une mutation de notre société, mutation qui doit comporter la participation plus effective de chacun à la marche et aux résultats de l'activité qu'il concerne directement. Alors le président développe, etc. Il ajoute, depuis bientôt 30 ans, les événements m'ont imposé en plusieurs graves occasions le devoir d'amener notre pays à assumer son propre destin afin d'empêcher que certains ne s'en chargent malgré lui. J'y suis prêt 7 fois encore, mais 7 fois encore, cette fois surtout, j'ai besoin que le peuple français dise qu'il le veut. Or, notre Constitution prévoit justement par quelle voie il peut le faire. C'est la voie la plus directe et la plus démocratique possible, celle du référendum. Compte tenu de la situation tout à fait exceptionnelle où nous sommes et sur la proposition du gouvernement, j'ai décidé de soumettre au suffrage de la nation un projet de loi par lequel je lui demande de donner à l'État et d'abord à son chef un mandat pour la rénovation. Ça va être le mot d'ordre dans les couloirs gauliens, cette idée de rénovation. En cette fin de mai 68, De Gaulle précise que si le non l'emportait, il démissionnerait. Dans les rangs des manifestants, l'oreille collée au transistor, le discours est accueilli par des « on s'en fout », et beaucoup de gens crient « adieu De Gaulle ». Et dans la soirée, des barricades vont s'élever autour du quartier de la Bastille, du quartier latin bien entendu, le palais Brongniart est pris d'assaut, symbole s'il en fut. À l'époque, la corbeille de la Bourse joue un rôle peut-être plus évident qu'aujourd'hui. Dans la nuit, le boulevard Saint-Michel est complètement pris d'assaut, si je puis dire, échange violent entre CRS et manifestants, grenades lacrymogènes, etc. Bilan de cette nouvelle nuit d'émeutes, 456 blessés, 795 interpellations, ce qu'on a parfois tendance à oublier quand on parle aujourd'hui de mai 68.
Lorsque le général de Gaulle s'exprime pour la première fois, ça fait donc plusieurs semaines que le milieu étudiant est en ébullition et qu'il est en train d'essayer d'attirer les ouvriers à lui. Tout a commencé le 22 mars à Nanterre. Une semaine plus tard, les cours sont suspendus. Le 3 mai, la Sorbonne est fermée. Le mouvement s'étend à la province. Il y a cette nuit des barricades du 10 mai. La Sorbonne rouverte par les syndicats qui déclenchent une grève générale. C'est le début là. Alors la France est paralysée, mais il y a des grévistes partout. Le général de Gaulle à l'époque est en voyage officiel en Roumanie et c'est donc après son retour qu'il tente de reprendre les choses en main avec cette fameuse formule que tous les ministres vont répéter à satiété. La réforme oui, la chienlit non. Mais donc, le discours du 24 mai et l'ouverture des négociations entre le gouvernement, les syndicats ouvriers et le patronat, qui vont aboutir, sous la présidence bien sûr, de Georges Pompidou aux accords de Grenelle, tout ça a l'air d'être impuissant à modifier la situation. La grève se poursuit, tandis que la gauche appelle à la démission du général. François Mitterrand, le grand adversaire, il a été notamment l'adversaire de Gaulle au second tour de la présidentielle, 2 ans et demi plus tôt. Mitterrand annonce qu'il est candidat à la présidence de la République. De Gaulle semble ne pas comprendre ces mouvements qui agitent et désorganisent la France, écrivent Patrice Duhamel et Jacques Santamaria. Terrible impression de flottement, accentuée par les différences d'appréciation bien réelles, mais encore peu perceptibles par l'opinion, entre le général et son Premier ministre, donc Georges Pompidou. Ainsi, les manifestants, les grévistes, les étudiants soutenus par une opposition qui découvre une occasion inespérée de s'installer au pouvoir, exigent-ils encore une fois le départ de Gaulle. La clarté du slogan dispense du commentaire « 10 ans, ça suffit ». Le mercredi 29 mai, de Gaulle reçoit son gendre, le général de Boissieu, et lui déclare « Dans ces conditions, le peuple français n'a pas besoin de Gaulle à sa tête. Je ferais mieux de rentrer chez moi et d'écrire mes mémoires. » De Gaulle songe sérieusement à quitter le pouvoir. À 10h30, Georges Pompidou, ce 29 mai, reçoit un coup de téléphone. Le président de la République veut prendre du recul, dormir au calme. Il va partir pour Colombey, les 2 églises, et ne revenir que le lendemain. Il y a une hésitation et le général de Gaulle ajoute « Je vous répète, à demain, allez, je vous embrasse ». Je vous embrasse ? Là, je crois que Georges Pompidou reste le téléphone en suspens. Jamais le général de Gaulle n'a dit ça. Ça paraît complètement incroyable. En début d'après-midi, le Premier ministre est informé que l'hélicoptère du général n'a pas atterri à Colombey et la vérité, c'est que personne ne sait où se trouve de Gaulle. En fait, le président s'est rendu à Baden-Baden, vous le savez, en RFA. Il rencontre là-bas le commandant en chef des forces françaises d'Allemagne, le général Massu. Il est accompagné de la famille de son fils Philippe. Alors Massu, c'est le fidèle des fidèles. Il a écrit un livre d'ailleurs là-dessus, sur Baden-Baden. Il avait rejoint de Gaulle dès 40, il avait participé à la guerre d'Indochine, à l'expédition de Suez, à la guerre d'Algérie, vous savez dans quelles circonstances. Lorsque l'hélicoptère se pose un petit peu avant 15h, le général de Gaulle saute, si j'ose dire, de l'alouette et s'avance vers le général Massu et lui dit « Bonjour Massu, cette fois c'est foutu ». Quelques notes de Jean-Baptiste Lully sur Europe 1 pour cette émission où vous nous racontez cet après-midi, Franck, les derniers mois de la présidence du général de Gaulle. Alors nous sommes le 29 mai 1968, le chef d'État vient d'arriver à Baden-Baden en RFA. Il vient rencontrer le général Massu. Bon, on l'a bien compris, à ce moment-là, il songe à quitter le pouvoir. Est-ce que c'est la première fois que de Gaulle pense à quitter le pouvoir ? Ah mais non, il a toujours pensé à quitter le pouvoir. Dès qu'il y a été, il y a toujours... Rappelez-vous, 46, janvier 46, la démission tellement spectaculaire du poste de chef du gouvernement provisoire à la suite d'un désaccord avec les partis, comme disait le général de Gaulle. Désaccord sur la constitution qui était en gestation à l'époque. Il va payer
ce départ fracassant d'une célèbre traversée du désert de 12 ans. Il revient donc en mai 58. Le général de Gaulle a sans doute songé à démissionner à plusieurs reprises. Alain Peyrefitte, vous savez, qui était un petit peu l'historiographe du mandat, écrit que l'homme du 18 juin a fait semblant de partir 10 fois. Par exemple, en 65, il songe à partir lorsqu'il se retrouve en ballottage, comme on disait, au deuxième tour de l'élection présidentielle. Mais cette fois, c'est une vraie et grave crise. De Gaulle confie à Massu qu'il est seul face à l'océan. Une expression qu'on retrouve dans les merveilleux mémoires de guerre. Vous savez, je me faisais les faits, etc. Là, il est face à l'océan, il broie du noir et j'écoute un certain temps son soliloque pessimiste, nous dit Massu dans Baden 68, ouvrage qui a été beaucoup contesté. Certains ont dit que Massu s'était arrogé un rôle plus important qu'il n'avait eu. En tout cas, c'est ce qu'il raconte. Il broie du noir, me rappelant son mauvais discours du 24 mai qui avait dû le marquer. Et c'est vrai que jamais le général de Gaulle n'avait été aussi mauvais que dans le discours dont je vous ai lu quelques phrases tout à l'heure et qui ressemblent plus à des phrases d'une note administrative qu'à l'adresse d'un chef d'État à un peuple en période de semi-révolution. Les deux hommes discutent pendant plus d'une heure. Finalement, De Gaulle se lève, donne l'accolade à Massu, décidément, et va décider de rester au pouvoir. Mais inutile de vous dire qu'à Paris, c'est la panique. La classe politique était en ébullition, les gaullistes effondrés, l'opposition prête à l'offensive, les étudiants plus mobilisés que jamais et les syndicats disposés à en découdre, nous disent Duhamel et Santa Maria. Claquemuré dans son bureau de l'hôtel Matignon, le Premier ministre est resté à la manœuvre, il a rassuré les inquiets, calmé les ardeurs des ambitieux, répliqué à l'opposition, bref, il est devenu à la fois indiscutable et incontournable. Très important ça pour ce qui va se passer dans les mois qui suivent. Pompidou a acquis à ce moment-là une stature qui dépassait largement celle attendue de l'hôte de Matignon. À 6h30, à 18h30, Pompidou reçoit un appel de Gaulle, qui vient de rentrer à Colombey cette fois, et qui confirme son retour pour le lendemain. On maintient le Conseil des ministres comme si de rien n'était, donc 30 mai, à 16h30, le général de Gaulle s'exprime à la radio. Alors là, c'est plus du tout le même ton. On retrouve, si je puis dire, le général. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je ne changerai pas le Premier ministre dont la valeur, la solidité, la capacité méritent l'hommage de tous. Il me proposera les changements qui lui paraîtront utiles dans la composition du gouvernement. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Et en fin de journée, c'est la célèbre manifestation monstre de la Concorde à l'Étoile, manifestation organisée par un certain nombre, par André Malraux, par Michel Debré, par Jacques Foccart, Maurice Schumann, etc., tous les grands gaullistes qui ont appelé, la majorité silencieuse à se manifester. Et dans les jours qui suivent, le pays va rentrer dans le calme, le travail reprend dans les entreprises. Le 16 juin, la Sorbonne est évacuée. Le 23 et le 30 juin, élections législatives évidemment, puisqu'il y a eu dissolution, avec un véritable triomphe des gaullistes. La majorité recueille 354 sièges sur 485. C'est vrai qu'à notre époque, ça nous impressionne plus beaucoup, ça. 354 sièges, dont 293 pour la seule UDR. Mais le Premier ministre Pompidou, qui a été peut-être éprouvé par les événements, veut quitter son poste, il veut prendre du recul. Est-ce que tout simplement il ne prépare pas l'avenir ? Ça paraît assez probable. Le 3 juillet, lors de son tête-à-tête avec le chef de l'État, avant le Conseil des ministres, c'est De Gaulle qui lui pose la question. Pompidou, êtes-vous décidé à faire avec moi la participation ? Et Georges Pompidou est assez flou. En vérité, il a décidé à ce moment-là de partir. Le matin du samedi 7 juillet, il change d'avis, il veut rester Premier ministre, il le fait savoir à l'Élysée, seulement il apprend à ce moment-là que le poste vient justement d'être proposé à celui qui jusqu'alors était ministre de l'économie et des finances, après avoir été un ministre des Affaires étrangères bien connu, Maurice Couve de Murville, qui donc sera nommé 3 jours plus tard. Là, Pompidou accuse le coup. Je me sentis tout à coup blessé. Quelque chose en moi était ébranlé. Nos rapports étaient donc des rapports de fonction et de circonstances et non pas des rapports privilégiés entre un grand homme et quelqu'un qui lui était tout dévoué et mettait à son service toutes ses capacités, toute sa fidélité. Cela me laissait dans la bouche un goût de cendre. L'expression se fera florès. De Gaulle propose un certain nombre de réformes pour l'université, l'autonomie, la participation des enseignants et des étudiants à la gestion et l'adaptation des disciplines aux besoins de la société. Attention, on est déjà en train de commencer à entrer dans la phraséologie post-68.
Dans le domaine de l'entreprise, De Gaulle propose l'intéressement des salariés aux résultats et la possibilité de faire des propositions, de faire prendre ces propositions en compte. On s'avance vers la participation, vous savez. Et le 11 mars 69, De Gaulle va annoncer la tenue d'un référendum pour le 27 avril, référendum sur la régionalisation et la réforme du Sénat. Le vendredi 25 avril, 2 jours avant le scrutin, il enregistre une intervention à l'Élysée dans le célèbre salon des ambassadeurs. Et un petit peu après, il se retourne vers le secrétaire général à l'information et il lui dit, alors qu'il vient d'enregistrer cette allocution, « Je crois bien que c'est foutu ». Même si la majorité appelle à voter oui, De Gaulle pressent qu'il va le perdre ce référendum et on se demande à la limite si ça n'était pas le but. Je cite Patrice Duhamel et Jacques Santamaria. Dans l'après-midi, le chef de l'État et Madame de Gaulle sortent de l'Élysée par le salon d'argent, que pourtant le général n'aime pas. Et oui, vous savez, c'est un salon assez sulfureux, celui de l'abdication de Napoléon Ier, celui, dit-on, de la dernière et ultime rencontre entre Félix Faure et Madame Stenel, peu importe. Ils sortent donc par ce salon. On n'en saisira l'intention que plus tard. La voiture descend l'allée de droite alors qu'à l'habitude elle traversait le parc par le chemin de gauche, bien plus commode pour la sortie du véhicule. Deuxième signe de l'intention. Arrivé à la porte donnant sur l'avenue de Marigny, le véhicule s'arrête à la grande surprise du colonel Laurent, commandant militaire du palais, qui salue le président selon l'usage. De Gaulle à ce moment-là baisse la vitre. Le colonel Laurent s'approche. Poignée de main, mot aimable. La voiture quitte le parc. On referme le portail. Le colonel Laurent a les larmes aux yeux car il a compris cette rupture dans les habitudes, cette poignée de main, ces mots aimables. Non, le général ne reviendra pas. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire des hommes politiques qui ont quitté le pouvoir. Que deviennent-ils après ? Eh bien justement, c'est le cas du général de Gaulle qui, le 25 avril 69, dans l'après-midi, quitte l'Élysée, accompagné de sa femme, pour la toute dernière fois. Vendredi, samedi blanc, vous savez, c'est le moment dans les élections, on n'a plus le droit. Voilà. C'est un référendum en l'occurrence. Et quand il arrive à Colombey, il dit à l'employé de maison qui vient chercher le manteau, vous savez, il lui dit « Cette fois-ci, nous rentrons définitivement ». Il a tout compris, évidemment, il le sait. Et de fait, dans la soirée du dimanche, les résultats tombent. 12 millions de non, 52,4%, contre près de 11 millions de oui. Le oui n'est en tête que dans 25 des départements métropolitains. Alors à partir de là, tout va très vite. Dès minuit 10, simple communiqué impersonnel à l'AFP. Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. C'est une des dépêches les plus courtes qu'on puisse imaginer. De Gaulle vient de mettre en application ce qu'il avait écrit en 1946. Quant au pouvoir, je saurai en tout cas quitter les choses avant qu'elles ne me quittent. Dans la journée du 28, il ne reçoit aucune visite, si ce n'est celle de son aide de camp et celle de son beau-frère Jacques Vendroux. « J'ai fait tout ce que j'ai pu pour le pays, je ne regrette rien », dit-il. Et De Gaulle donne le sentiment à tous ceux qui vont l'approcher dès lors qu'il a tourné la page, il ne va plus se mêler du tout des affaires publiques. Il confie donc à l'amiral Floyd, son aide de camp, un de ses aides de camp, « Au fond, je ne suis pas mécontent que cela se termine ainsi, car quelle perspective avais-je devant moi ? Des difficultés qui ne pouvaient que réduire le personnage que l'histoire a fait de moi et muser sans aucun bénéfice pour la France. » C'est ça qui est aussi important. Le 10 mai, donc, départ avec Yvonne pour l'Irlande. C'est là que se trouve une partie de ses ancêtres maternels, les MacCartan. Il va habiter dans le Kerry, dans un petit hôtel, vieillot l'hôtel, le Huron Cove, assez à l'abri des journalistes et des photographes. Charles et Yvonne de Gaulle marchent beaucoup, ils vont à la messe. L'aide de camp Floïc reconnaît quand même les itinéraires à l'avance et il fait toujours attention pour qu'il y ait des issues possibles si jamais un photographe venait à surgir. Ça ne va pas empêcher 2 journalistes de réussir à prendre des clichés du couple, clichés sur lesquels Charles de Gaulle et son épouse sont en train de marcher sur la plage. Vous les avez forcément vues, ces photos, elles sont très célèbres. En Irlande, De Gaulle travaille également au début de ses mémoires d'espoir. Il va rentrer en France le 19 juin, après quand même plus d'1 mois en Irlande. Ce qui veut dire qu'il n'a pas été là pour l'élection présidentielle. Les procurations ont été confiées à l'employé de maison. Il ne rencontrera même pas son successeur, Georges Pompidou, donc élu le 15 juin. Quand même, il était inquiet pour l'avenir de la France. Il le dit à Floïc, « Le grand risque, c'est que la France ait à sa tête des hommes certes habiles, intelligents, cultivés et même parfois honnêtes, mais qui ne croient plus assez en elle. Autrement dit, si les hommes qui gouvernent la France pensent que les circonstances obligent à certains renoncements de souveraineté et d'indépendance,
s'en sera bientôt fini. Moi, je trouve que cette phrase est assez extraordinaire. On devrait la mettre en exergue sur la première page de certains journaux. En juin 70, le général de Gaulle et Yvonne sont en Espagne. Ils visitent la cathédrale Saint-Jacques-de-Compostelle, l'Escurial, Grenade, la mosquée de Cordoue, la cathédrale de Séville. Et évidemment, ils vont rencontrer le chef de l'État espagnol, le général Franco, ce qui ne va pas manquer de faire un peu de remous dans la presse française. Ce sera le dernier voyage du général de Gaulle. Dans la soirée du 9 novembre 70, on est un petit peu avant 20h, le général, il a donc exactement 80 ans, eh bien il meurt. Vous savez qu'on dit qu'il est en train de faire une réussite et il s'affale littéralement comme ça. Quand on visite Colombey, les deux églises, quand on visite la Boisserie, on voit exactement l'endroit où est tombé, si je puis dire, le général de Gaulle. Dans la soirée du 9 novembre, donc 1970. Le jour des obsèques, Madame de Gaulle dira à Alain Perfit: vous n'imaginez pas à quel point il a souffert depuis 2 ans. Il a été miné par le chagrin. Et voilà qui nous rapproche de notre sujet d'aujourd'hui. Comment, lorsque vous avez exercé et si pleinement et si souverainement le pouvoir, comment accepter de ne l'avoir plus ? Patrice Duhamel et Jacques Santamaria nous disent: physiologiquement, le général de Gaulle est mort de la rupture d'un anévrisme qui avait été diagnostiqué 15 ans plus tôt. Mais il convient de s'élever jusqu'à la légende. De quoi de Gaulle pouvait-il mourir sinon de chagrin ? Le seul sentiment à sa mesure. Le grand homme a laissé aux autres les rancœurs et les rancunes. Lui, c'était le chagrin, le haut chagrin. Bonjour messieurs. Bonjour Franck. Je vous ai confié la dernière ligne, le dernier mot de ce récit. Des derniers mots, vous en recueillez un certain nombre, Jacques Santamaria, dans cet ouvrage, puisque vous racontez en quelque sorte ce que sont devenus les hommes d'État, les grands, les moins grands, lorsqu'ils ont perdu le pouvoir. Choc, traumatisme pour la plupart d'entre eux. Oui, mais il y a ce point commun, effectivement, entre les plus grands et les moins grands, c'est que aucun n'est jamais préparé au vide. C'est ça. Aucun. Et il découvre d'une manière abrupte le vide et tout ce qui va avec, si je puis dire, c'est-à-dire la non-adaptation à la vie quotidienne et cette nécessité de faire bonne figure alors qu'on a un ressenti qui est tout le contraire. Et oui. Et ça, c'est absolument terrible. C'est une souffrance et c'est un déchirement. C'est presque une question d'amour-propre, Patrice Duhamel. Il ne faut pas montrer aux photographes, au public, maintenant à la télévision ou au smartphone, il ne faut pas montrer que l'on est rongé de l'intérieur. On continue à sourire, à avoir l'air détaché. Oui, et ils en rajoutent même. Ils sont obligés d'en rajouter. Ils font des grands sourires, ils posent en famille, etc. D'ailleurs, tous ceux qu'on a vus, on les a tous connus, Jacques ou moi, ou Jacques et moi, depuis Pompidou en réalité. Hein. Encore que Jacques a croisé le général de Gaulle, ce qui n'a pas été mon cas. Oui. Mais ils vous disent c'est magnifique, enfin on est soulagé, on va pouvoir lire, voyager, aller au cinéma, on va s'occuper de notre famille. Ils n'en croient pas un mot. Ils sont obsédés par le fait que leur successeur en général les a trahis et par le fait que leur bilan doit être réhabilité. Voilà la réalité et c'est encore vrai aujourd'hui. Écrire la légende, c'est d'ailleurs ce à quoi s'emploie le général de Gaulle dès son retour à la Boisserie. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et aujourd'hui, c'est une question que vous vous posez, Franck. Vous vous demandez ce qui se passe quand les hommes politiques n'ont plus le pouvoir. Et cette question, vous la posez à vos invités. Ils sont deux aujourd'hui. Jacques Santamaria, réalisateur et scénariste, accompagné de Patrice Duhamel, journaliste, ancien directeur général de France Télévisions. Ils sont tous les deux les auteurs des Jours d'après du général de Gaulle à Juppé et Hollande, le chagrin des lendemains, paru aux éditions de l'Observatoire. Le général de Gaulle se réfugie, si l'on peut dire, dans ses fameux mémoires d'espoir. Est-ce que l'écriture est le premier des baumes, Patrice Duhamel ? C'est un moyen de s'en sortir ? Pour les vrais écrivains, oui. Donc les vrais écrivains. On pense aussi évidemment à Churchill aussi, hein, bien sûr. Mais les vrais écrivains français, parmi ceux-là, c'est De Gaulle et Mitterrand. Dans le style, même si ils étaient Mitterrand très différents. n'a pas écrit de mémoire, il n'en a pas eu le temps. Non, il les a diffusés par intermédiaire, mais quand il faisait des blocs-notes ou le coup d'état permanent, que bien entendu, tout le monde a trouvé excessif contre le général de Gaulle, c'était une plume absolument magnifique. Oui. Donc effectivement, beaucoup d'entre eux se réfugient dans l'écriture,
assez vite ou un peu moins vite. Voilà, mais ce qui me frappe aussi, le point commun entre toutes ces personnalités, on en traite entre guillemets 23 dans le livre. C'est à une ou deux exceptions près une sorte de déni devant la réalité. C'est-à-dire qu'ils considèrent bien sûr que ce qui leur est arrivé est totalement injuste, sauf quand ils ont quitté le pouvoir à un moment où ils pouvaient plus y rester comme Mitterrand ou comme Chirac. Mais ils n'arrivent pas à intégrer. Je me souviens d'une conversation, moi j'ai beaucoup vu Valéry Giscard d'Estaing après son échec de 81, et quand je lui parlais de son échec ou de sa défaite, il me disait non, ça n'est pas une défaite, c'est une non-victoire. Ah oui, à ce point, oui. C'est quand même tout à fait étonnant. Alors, il ne nie pas le fait qu'ils aient perdu, mais il considère que en gros, ça existe sans exister tout en existant. Voilà. Alors l'écriture n'est pas donnée à tout le monde. Hein. Bon, il faut déjà, oui, comme le dit Patrice, il faut déjà être écrivain. Mais il y a quelque chose. C'était tout à fait le cas du général de Gaulle. Ce qui était le cas du général de Gaulle, qui était un grand écrivain. Mais il y a autre chose qui caractérise beaucoup de ces politiques, de ces grands fauves qui ont quitté le pouvoir, bon gré ou mal gré, c'est la nécessité de l'éloignement. Il faut partir, il faut changer de décor. Alors, dans le cas du général de Gaulle, l'Irlande s'est chargée de symboles. D'abord, oui, il y a le pays de ses ancêtres, mais en plus, il y a quelque chose, c'est de ne pas être là au moment de l'élection présidentielle. Ni du 18 juin. Et de ne pas être là au moment du 18 juin. Être sur le continent qui a servi précisément à l'appel du 18 juin. Ça, c'était les symboles. Mais tous ont voulu voyager, ont voulu changer de décor, et tous ont voulu du silence autour d'eux. Mitterrand aussi. Hein. Mitterrand est parti en Égypte, ou à Venise, bien entendu. C'était la même chose. Avec une grosse nuance, c'est que Mitterrand était gravement malade. Ce qui n'était pas le cas vraiment du général de Gaulle. Et en Égypte, il était dans le tête-à-tête avec la mort. Oui, voilà. Mais il y a dans ce besoin de l'éloignement et du silence, eh bien, il y a simplement la nécessité de pouvoir laisser aller son chagrin. Et ça, c'est important. Vous savez, De Gaulle, qui avait pour admiration Pierre Corneille, il y a un vers de Corneille dans le Cid, c'est « J'attends le silence et la nuit pour pleurer ». C'est ça. C'est très beau d'ailleurs. Hein. Le symbole de cet éloignement, on parlait de Giscard il y a un instant, c'est Giscard qui en juin 81 va aller passer quelques jours en retraite dans un monastère orthodoxe du mont Athos, dans une petite cellule de quelques mètres carrés, au rythme des moines orthodoxes, loin de tout, et il apprendra plusieurs jours après, avec stupéfaction d'ailleurs, au point qu'il dira « mais il faut que je rentre », que des ministres communistes sont rentrés au gouvernement. Oui. Ça lui paraît tellement invraisemblable. Et au moment où il rentre, il est dans sa petite cellule du monastère du Mont Athos. Alors le président Pompidou, lui, Georges Pompidou, n'a pas eu à connaître ça, et pour cause, puisqu'il est mort en fonction. En revanche, il avait eu son départ d'une certaine manière. Et son départ à lui, c'est le départ de Matignon, juste après mai 68, justement. Est-ce qu'il y a là un divorce entre Pompidou et le général de Gaulle, Jacques Santamaria ? Une rupture. La rupture intervient dès le mois de mai 68. Et peut-être même un tout petit peu avant. Il y a des choses qu'on n'a pas pu tout dire dans le bouquin, mais vous savez, il y a déjà une opposition assez franche entre De Gaulle et Pompidou au sujet de ce référendum sur la participation. Pompidou n'en avait pas du tout envie. Il avait même dit à un journaliste, en l'occurrence Michel Droit, le général, avec son idée de participation, rêve complètement. Bon. Le général, de son côté, avait confié à un de ses proches... Vous savez, ce n'est pas facile d'avoir un Premier ministre conservateur. La droite libérale n'était pas d'accord. Et même conservatrice, dites-vous, n'était pas d'accord. Non, elle n'était pas d'accord. Et ça avait un petit parfum de gauche quand même. C'est ça, ça. Le général s'orientait quand même un petit peu à gauche. Et là, il y a quand même une rupture qui est
qui est en gestation. On sent bien que ça va craquer de toutes parts. Et ça va véritablement craquer au mois de juillet 68, qui est un mois extrêmement douloureux pour Pompidou. On sait maintenant qu'ils étaient en désaccord à peu près sur tout pendant mai 68. C'est ça. Et De Gaulle est obligé c'est très intéressant historiquement et politiquement, est obligé de céder devant Pompidou, qui menace à chaque fois de démissionner. Quand Pompidou fait rouvrir la Sorbonne, c'est contre l'avis du général. Le général dissout l'Assemblée, vous l'avez rappelé tout à l'heure, cette allocution radio du général de Gaulle, à la demande de Pompidou. Il ne voulait pas dissoudre au départ. Et alors non seulement il est obligé de céder à Pompidou, mais en plus l'histoire prouvera un mois après que Pompidou avait totalement raison. Ce qui fait que la première fois que de Gaulle et Pompidou se revoient avec leurs femmes respectives à l'Élysée, Charles de Gaulle accueille Claude Pompidou en lui disant « Félicitations, chère madame, tout Paris me dit que votre mari a gagné les élections. » C'est très... ça voulait dire que le sort de Pompidou était scellé. Ouais, très acide. Voilà, au point que vous parliez du 9 novembre, alors on ne va pas rentrer dans les détails, ce serait trop long, mais De Gaulle avait dit à une grande personnalité politique qui faisait l'intermédiaire entre eux, parce que Pompidou voulait voir De Gaulle n'avait pas envie de le voir, et De Gaulle avait dit à cet intermédiaire, vous direz à Pompidou qu'il ne me reverra que sur mon lit de mort. Et le jour où Pompidou est venu s'incliner avec Chaban devant la dépouille du général de Gaulle, Madame de Gaulle a fait fermer le cercueil quelques minutes avant l'arrivée de Georges Pompidou. Donc on imagine... Oui, très forte tension. L'incroyable. Alors il y a eu l'affaire Markovitch entre-temps, en plus, qui est autre chose. Il a blessé cette fois qui a énormément blessé Georges Pompidou. Oui. Mais on est vraiment... Alors il reste chez Pompidou un immense respect pour le général de Gaulle. Mais en effet, sur la participation, il ne comprenait pas. Et sur mai 68, de Gaulle disait « Je donne des ordres, on ne les applique pas, ils prennent des décisions, ils ne m'en parlent pas ». Vous nous parliez du président Giscard d'Estaing tout à l'heure, nous allons y venir dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Tonton et colère, tout va de travers. L'histoire, la gloire, tout foire, parce que ce soir, le vieil homme a séduit un caillou dans sa chaussure, un vieux rhume qui dure. Et puis cette nuit, misère, il a rêvé qu'un beau jour, la gauche revenait. Tonton de Renaud sur Europe 1, parce qu'aujourd'hui, nous nous intéressons aux jours qui suivent l'après-présidence, quand les présidents français quittent l'Élysée. Et vous posez cette question à vos invités. Franck Ferrand, vous recevez Jacques Santamaria, réalisateur et scénariste, et Patrice Duhamel, journaliste, ancien directeur général de France Télévisions. Ils ont tous les deux écrit Les jours d'après du général de Gaulle à Juppé et Hollande, Le chagrin des lendemains, un livre paru aux éditions de l'Observatoire. Vous me disiez, Patrice Duhamel, pendant l'interruption, que vous préparez un documentaire sur mai 68, documentaire dans lequel Alain Pompidou fait des révélations sur mai 68. Il fait une analyse sur les relations entre son père et le général de Gaulle, très intéressante, je trouve. Il dit, en réalité, il ne pouvait être d'accord sur rien parce que c'était le Saint-Cyrien Charles de Gaulle et le Normalien Georges Pompidou qui tendaient la main aux étudiants. Deux cultures, deux mondes, deux univers qui n'avaient somme toute rien à dire. Et c'est très intéressant comme analyse. Alors nous avançons dans le temps. 1981, le président Giscard d'Estaing fait son fameux au revoir aux Français. Alors ça c'est bizarre, ce sont les hasards d'Internet. Maintenant c'est devenu une des images les plus connues de tous les Français, ce fameux au revoir. Je crois que Valéry Giscard d'Estaing regrette lui-même. Oui, bien sûr, il l'a dit souvent. Cette mise en scène qui était qu'il avait passablement qu'il avait ridicule. écrite de sa main. Il avait fait une note au réalisateur. Et c'est donc ce qui prouve bien que la mise en scène n'était pas son métier. Mais non, c'était grotesque. Mais alors, le départ du président Giscard d'Estaing, d'abord, c'était une élection totalement inattendue, puisque on a vu les sondages s'inverser dans les toutes dernières semaines. La réélection de Giscard était une chose admise, si je puis dire, et puis d'un seul coup, non, c'est François Mitterrand qui l'emporte. Ça a été un choc incroyable, on ne va pas revenir sur l'alternance et tout ça. Mais pour le président Giscard d'Estaing, comment peut-on gérer ça quand on est très jeune? Parce que c'était ça aussi la question. C'est que contrairement au général de Gaulle,
je ne parle évidemment, et pour cause pas de Georges Pompidou, lui était encore très jeune. 55 ans. Mais oui. Quand il quitte l'Élysée, il a C'est-à-dire 55 ans. qu'il a l'âge où la plupart ne sont même pas encore candidats à la présidentielle. Donc comment a-t-il géré ça en fait ? Eh bien, avec beaucoup de difficultés dans les jours et les semaines qui ont suivi. Il n'écoutait plus la radio, il ne regardait pas la télévision, il ne voulait pas aller chez des amis quand il savait que la télévision qu'on allait regarder la télévision. Oui. Il ne lisait pas la presse, à l'exception d'un ou deux quotidiens américains. Il est donc parti dans un monastère du Mont Athos quelques jours. Ensuite, il est allé passer plusieurs semaines monté à cheval dans un ranch d'un ami dans le Grand Ouest canadien. Et à peu près chaque matin, pendant 1h30 à 2h, avec cet ami, qui je crois est un des fondateurs de cette station de radio, qui s'appelle Jean Friedman. Ah oui, bien sûr. Et la question était, pourquoi ai-je perdu ? Et Friedman, qui connaît très bien la politique française, essayait de lui expliquer, et c'était quasiment tous les matins pendant 1h30. Quasiment presque une cure, presque un pendant 2 heures. Et puis voilà, il est revenu et il est reparti dans la vie politique en repartant de la base. Son modèle était Raymond Poincaré, puisqu'il s'est présenté aux élections cantonales dans le canton de Rochefort-Montagne, puis de Dôme. Et c'est tout à fait étonnant. Très beau canton. Très beau canton. Mais quand le président Giscard d'Estaing estime-t-il que c'en est fini pour lui des très grandes ambitions à l'échelle de l'État ou de l'international, parce qu'on parlait de lui pour une présidence de la Commission européenne, oui, puis c'est voire lui qui de a la travaillé Fédération européenne. Sur le traité européen. Je pense que quand il a compris qu'il ne serait pas candidat en 95, que ce serait Balladur et Chirac, et à ce moment-là, il a compris que voilà, sur le plan de la politique active, c'était terminé. Il était peut-être un peu plus détendu d'ailleurs, à partir de ce moment-là. Oui. Les anciens présidents ont droit à un secrétariat, à tout un protocole, voiture, chauffeur, etc. C'est quoi ce protocole, Jacques Santamaria ? Qui a été réduit un petit peu, récemment. Oui, qui a été réduit. Bon, c'est normal qu'on ne laisse sûr, pas, si je puis dire, à la rue les anciens présidents. Oui, bien sûr, oui. Mais oui, ils ont droit à un service de sécurité, ils ont droit à un secrétariat, ils ont droit à un appartement. À des collaborateurs, de haut niveau, et un ancien préfet, un chauffeur. Oui. Et mais ce protocole a été réduit dernièrement. Très récemment, oui. Et c'est le cas aussi pour des anciens ministres, des anciens premiers ministres. Ce n'est pas à ce niveau-là, mais il y a aussi tout un protocole qui leur permet d'avoir encore peut-être l'illusion du pouvoir. Et ils sont membres de droit du Conseil constitutionnel. Voilà, bien sûr. Avec le problème que ça a posé entre Giscard et Chirac, n'est-ce pas, qui ne s'entendaient pas forcément et qui étaient censés siéger. On est peut-être aussi à la fin de ce système-là. Oui. On sait qu'il y a un débat qui remet en question cet automatisme. Peut-être que nous voyons les derniers présidents de la République, anciens présidents, membres du Conseil constitutionnel. Un mot, je ne sais même pas si c'est très utile, sur François Mitterrand. D'ailleurs, nous avions fait une émission sur l'après-Mitterrand, si je puis dire, sur son départ. Là, il est vraiment très malade. C'est un homme qui prépare sa mort, tout simplement, à partir de 1995. C'est un homme qui prépare sa mort, mais il a déjà commencé. Oui, d'ailleurs. Il est dans une méditation profonde. Il pense, il songe à l'au-delà. Il se questionne sur l'au-delà. Il questionne des gens qu'il fait venir auprès de lui là-dessus. Il est à la recherche d'une sagesse et d'une sérénité parce que précisément, comme il l'a dit dans son dernier message aux Français, il croit aux forces de l'esprit. Et il voit beaucoup d'adversaires politiques. Et il en reçoit beaucoup chez lui. Il a envie de dialoguer, de se soutenir. Et il faut à cet égard, on voit que le dernier jour qu'il passe à l'Élysée, il tient absolument à passer le dernier entretien avec quelqu'un qui est un adversaire politique, qui est Jean d'Ormesson, mais il préfère passer 2 heures à discuter avec Jean d'Ormesson plutôt de choses qui touchent au pouvoir, à la vie, à la mort, à l'amour, plutôt que de ressasser le fait qu'il s'en va. Ultime pied de nez, si je puis dire, à son entourage, mais il y en avait eu un certain nombre pendant tout le cours de sa carrière.
Ça, c'était donc le président Mitterrand. Et alors, à partir du président Chirac, puis Sarkozy, puis Hollande, nous avons un peu comme aux États-Unis maintenant des anciens présidents. Ce qui fait que quand il y a une grande cérémonie nationale, on se retrouve avec nos anciens présidents, comme font les Américains qui ont leurs anciens présidents au premier rang. C'est une situation relativement nouvelle, ça, Patrice Sauf Duhamel. que les anciens présidents aux États-Unis, ceux qui ont fait 2 mandats, ce qui est le cas d'Obama par exemple, ils n'imaginent pas pour des raisons institutionnelles mais aussi politiques et personnelles revenir au pouvoir. C'est la grande différence. Croyez-vous oui les derniers que vous avez cités, je crois que Sarkozy maintenant il a compris, mais François Hollande il ne pense qu'à ça. Oui. Donc, et avec le quinquennat et le renouvellement, bien sûr. dans 10, 15 ou 20 ans, on aura une ribambelle d'anciens présidents de la République. Ça va être, c'est très intéressant d'ailleurs historiquement. Ce qui attente un peu à la fonction. L'autorité ne va pas sans prestige, ni le prestige sans éloignement. On pourrait ajouter la rareté à la phrase du général de Gaulle. Oui, il risque d'y avoir une banalisation des anciens présidents et donc des présidents. Absolument. Donc, vous ne nous parlez pas dans ces pages seulement des présidents de la République. Nous n'avons parlé, nous, que des présidents, mais il faudrait évoquer un certain nombre de grandes figures. Il y en a 23 au total, de ceux qui, ayant quitté le pouvoir, cherchent le silence et la nuit pour pleurer. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, Franck Ferrand, il est temps maintenant d'aller visiter ces résidences présidentielles dont nous avons parlé, puisque nous nous sommes intéressés avec Jacques Santamaria et Patrice Duhamel à l'après-présidence. Eh bien, notre guide pour découvrir ces présidences de la République, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Elle est chroniqueuse d'histoire à Femmes Actuelles Jeux. Je marchais hier le long des murs de Trianon-sous-Bois, au Grand Trianon. Ça ne manque pas d'allure, pour tout dire. Évidemment, aujourd'hui, c'est ouvert au public. Le chef de l'État n'utilise plus les lieux comme résidence. Magnifique. J'ose à peine vous dire que moi, j'étais pendant ce temps-là sous l'Arc de Triomphe avec le Souvenir français, ce qui est tout aussi grandiose. Mais en effet, eh bien, ça fait partie des résidences, Franck, auxquelles les présidents de la République ont renoncé. Il y étaient reçus les autres étrangers les plus prestigieux de la République française. Le président allait y faire des déjeuners le dimanche midi, notamment, assez souvent. Le général de Gaulle, en effet, séjourné, déjeuner, mais alors aussi le Shah d'Iran, Élisabeth d'Angleterre. Alors ça, c'est pour dans le cadre pour des les grandes autres étrangers. solennités. Oui. Et le dernier autre étranger du Trianon-sous-Bois fut Boris Eltsine en 1996, où ça n'est pas si vieux. Pour la présidence, on parle toujours de l'Élysée. On oublie évidemment l'antenne du pont de l'Alma, qui a joué un si grand rôle du temps du président Mitterrand. Exactement, où on a dit que sa fille avait résidé. Il y a 28 appartements qui sont théoriquement attribués par nécessité absolue de service. Alors peut-être, en effet, loger sa fille, qui était une personnalité sensible, était une nécessité absolue de service, on peut le dire. J'ai cité Marly tout à l'heure, ancienne chasse présidentielle, comme Chambord, mais Marly a été rétrocédée, maintenant fait partie de l'établissement public du château de Versailles. Nos présidents de la République ont rétrocédé un certain nombre de résidences. Alors le château de Vizille aussi, qui est devenu un très beau musée de la Révolution, a été rétrocédé en 84. Le château de Champs-sur-Marne, où avait séjourné la Pompadour, cédé en 71 au ministère de la Culture. Donc l'État se dépouille de ses oripeaux monarchistes. On pense à Rambouillet, il n'y a plus de chasse présidentielle. Alors, tout est là, car les chasses ont été... c'est Nicolas Sarkozy qui y a mis un terme. Il n'y a plus maintenant que des battues de régulation nécessaires aux équilibres naturels. Mais notre actuel président de la République, Emmanuel Macron, a expliqué que les chasses républicaines, alors ça c'est quand même assez amusant, mais que les chasses républicaines, finalement, étaient une tradition française et qu'il pensait bien les rétablir. Alors le cas le plus amusant, et je vous avoue qu'on était tous sidérés parmi les connaisseurs de Versailles, c'est quand le président Sarkozy a récupéré pour lui-même le fameux pavillon de la Lanterne, qui était la résidence secondaire du Premier ministre, en fait. Mais oui, c'était le Premier ministre, enfin c'est tout près de Paris. Où aller passer un week-end agréable dans un lieu aussi magnifique? À la Lanterne, naturellement. D'ailleurs, il s'est beaucoup dit récemment, et ça a fait jaser dans les chaumières, que le fils du président de la République sortant, François Hollande, y avait fait des garden parties, ou enfin en tout cas, il y avait invité des amis. Ça doit être très agréable. Je pense qu'on se met à sa place, parce que maintenant, alors, échange de bons procédés, puisque le Premier ministre ne peut plus aller à Lanterne, il va maintenant au château de Soucy-la-Briche. Alors là, il se retrouve dans la chapelle où sont enterrés monsieur et madame Simon, qui ont fait don de leur château à la République, et qui sont enterrés là avec leur chien Poppy. Et impossible de faire quoi que ce soit de cette belle résidence, qui nous appartient à tous, par conséquent, parce que dans les volontés testamentaires des Simon, eh bien, il est prévu que la plus haute institution de la République y séjourne, et donc on ne peut rien
rien en faire. On ne peut pas le vendre et on peut éventuellement le louer. Donc Franck, si vous avez une petite hésitation sur le lieu de villégiature de votre prochain week-end, eh bien, je vous suggère de louer le château de Souzy-la-Briche. Voilà. Pourquoi pas. Et vous irez fleurir la tombe de Poppy. Poppy, voilà. Le fort de Brégançon n'est plus non plus utilisé. En fait, le fort de Brégançon, c'est un peu un instrument de communication. Les présidents de la République y vont, c'est leur résidence officielle d'été depuis 68. Mais en réalité, ils n'aiment pas tellement cet endroit-là. Le général de Gaulle y a passé une nuit épouvantable, piqué par les moustiques dans un lit trop petit pour lui en 64, sur la route de Provence où il allait commémorer le débarquement en Provence en 44. Jacques Chirac y a séjourné assez souvent, tout en déclarant à son chauffeur, je cite, à Brégançon, je m'emmerde. Et François Mitterrand, il a reçu Helmut Kohl, il a donné sa dernière conférence de presse. C'est un peu, quand je dis que c'est un outil de communication, c'est parce que nos premiers ministres, nos présidents de la République, excusez-moi, ils travaillent à Brégançon. Donc ils donnent l'image d'un président studieux qui jamais ne dételle et était H24, comme diraient les ados, au service de la République. Mais en réalité, c'est une forteresse assez inconfortable qui n'est pas prévue pour être un lieu admirablement situé. Par contre, c'est très beau. Il y a une vue sublime là. Alors si vous préférez louer Brégançon, mais là, à mon avis, là il faut être dans les petits papiers de la présidence, ça va être plus difficile que Souzy-la-Briche. Merci beaucoup Clémentine. À propos de la lanterne, je rappelle évidemment le livre qui a tant fait parler de lui, le livre d'Émilie Lanaise, La garçonnière de la République chez Grasset. Merci beaucoup. Vous avez l'air chez vous finalement, sous les ors de la République. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et c'est justement à Rambouillet, qui était une demeure chère à Valéry Giscard d'Estaing, que vous nous emmenez, vous, Lorena Martin. Bonjour Lorena. Bonjour Franck, je vous propose de dormir dans des chalets en bois, en lisière de cette forêt de Rambouillet, au domaine du Cerf-Volant, route de la Chênaie à Adinville. C'est à 1 heure de Paris, mais on est loin des routes, c'est très dépaysant. C'est vraiment un bel endroit pour décompresser et se ressourcer. Beaucoup comparent ces gîtes d'ailleurs à la petite maison dans la prairie. C'est un domaine de 2 hectares, serti de chênes, de sapins, de pins, de bouleaux, avec une belle vue dégagée sur les champs, les écureuils, les chevaux qui pèsent dans la prairie. Et le nom Cerf-Volant, en fait, est un jeu de mots avec le cerf de la forêt, bien sûr, car des cerfs et des biches traversent régulièrement cette forêt. Et le domaine est réputé aussi pour le brame des cerfs à la saison des chasses. C'est Olivier Saigerie qui a repris il y a 2 ans ces gîtes qui existaient déjà. Et vous avez un petit et un grand chalet très charmant, très authentique. Le grand chalet ça sent le vécu. Est une ancienne bergerie réaménagée, très confortable. Il y a tous les moutons possibles. Hein. Oui, on a réintroduit à Rambouillet toutes les espèces de moutons possibles, imaginables. Exactement. Les photos sont magnifiques. Et ils peuvent accueillir donc 6 à 8 personnes dans le grand chalet, avec une terrasse donnant sur la nature, 2 chambres, une petite mezzanine. C'est vraiment décoré avec soin. Et le petit chalet, qui est une cabane en chêne de 28 mètres carrés et qui date du 19e siècle. C'est l'ancienne propriétaire qui l'avait ramené d'Autriche, démonté et remonté planche par planche. Et ce chalet est blotti dans un bois de sapin. Merci beaucoup Lorena. Je rappelle le titre de l'ouvrage de Patrice Duhamel et Jacques Santamaria, Les jours d'après, du général de Gaulle à Juppé et Hollande, le chagrin des lendemains, c'est aux éditions de l'Observatoire. Retrouvez Au cœur de l'histoire du lundi au vendredi de 14h à 15h sur Europe 1 et un podcast sur europe1.fr.